Alors, bonjour tout le monde et on va continuer, bienvenue au cours 8. On va continuer et terminer la matière sur les réserves. Alors, si on continue notre matière, alors on va regarder notre exemple où est-ce qu'on avait 1000, on avait 100 assurés avec une prestation au décès de 1000 payable à la fin de l'année du décès. Donc, au temps t est égal à 0, on a 100 personnes et on a 25 décès à chaque année pendant 4 ans. Alors, on va calculer l'espérance et la variance de la perte au temps t est égal à 0, 1, 2, 3 et 4. Sauf qu'on va regarder ça d'une façon différente. On va calculer la perte selon l'année du décès. Donc, au temps t est égal à 0, on a 100 personnes. On a 25 de probabilité de mourir dans chacune des 4 prochaines années. Et on a aussi calculé dans cet exemple la perte à chacune des 4 années. Donc, au temps t est égal à 0. Si la personne décède dans la prochaine année, ça veut dire le nombre entier d'années de vie future est égal à 0. Ça veut dire qu'il va mourir dans la prochaine année. On va payer 1000 $ à la fin de l'année, escompté avec intérêt, moins une prime qui est reçue au temps t est égal à 0. Alors, du point de vue de l'assureur va payer 1000 $ et reçoit 366 au temps t est égal à aujourd'hui et paye 1000 $ à la fin de l'année. Donc, la perte, si l'assuré, le détenteur de la police décède dans la première année, c'est 576 et 70. Si l'assuré décède l'année prochaine, dans la deuxième année, alors le temps de vie futur en année entière, c'est 1, bien, ça veut dire qu'au temps t est égal à 2, l'assureur va payer 1000 $, mais va avoir reçu deux primes, une au temps 0 et une au temps 1. Alors, au début de chacune des deux prochaines années, on va recevoir une prime de 366 et 69. Et à la fin de 2 années, on va payer une prestation de décès de 1000 $. Donc, la perte serait de 177 et 37. De pareil, si la personne décède dans la troisième année, à la fin de la troisième année, on va payer 1000 $ et l'assureur va recevoir trois primes en début d'année. La perte, elle est négative, donc un gain de 199 et 36. Et si le décès a lieu dans la quatrième année, la perte, la prestation de 1000 $, elle est payée à la fin au temps t est égal à 4. Et on va avoir reçu quatre prestations de 4 primes de 366 et 69. La perte, la valeur présente de la perte, c'est moins 554 et 76 ou un gain de 554 et 76. Donc, on a 25 de chance dans chacune des 4 prochaines années de mourir. La perte dans chacune de ces 4 années, elle est maintenant connue. On peut calculer l'espérance de la perte et la variance de la perte. En exercice, je vous propose de vérifier ce calcul avec la formule qu'on a vue aux deux derniers cours. Alors, cette formule, on devrait avoir exactement la même réponse. Donc, quelle est l'espérance de la perte au temps t est égal à 0? C'est 25 fois 576, plus 25 fois 177, plus 25 fois moins 199, plus 25 fois moins 554. Donc, je le prends avec moi, sinon il ne va pas arrêter de miauler. Donc, on a 25 de chance dans chacune des 4 prochaines années de mourir, et donc on est capable de calculer l'espérance et la variance de la perte. Quelle est l'espérance de la perte? Alors, l'espérance de la perte au temps t est égale à 0. On le sait que par le principe d'équivalence actuelle, devrait être égal à 0. Donc, l'espérance de la perte, c'est 25 fois la probabilité. Alors, 25 de chance de mourir dans la première année, voici la perte de la première année, plus 25 de chance de mourir dans la deuxième année, plus 25 de chance de mourir dans la troisième année, plus 25 de chance de mourir dans la quatrième année. L'espérance de la perte, elle est égale à 0. C'est le principe d'équivalence actuelle. L'espérance de la perte au carré. Donc, pour calculer la variance de la perte, on doit passer par l'espérance de la perte au carré. Donc, c'est 25 fois la perte de la première année au carré, plus 25 fois la perte de la deuxième année au carré, plus 25 fois la perte de la troisième année au carré, plus 25 fois la perte de la quatrième année au carré. Et ça nous donne 177 889 et 40. Maintenant, deux petites notes là-dessus. Euh, La variance et l'espérance au carré va tout le temps être un chiffre au carré. Donc, quand on est en train de parler de taux d'intérêt, c'est généralement des chiffres qui sont très, très petits, alors des points 0,0001. Et quand c'est des chiffres qui sont des cash flows, alors des flux monétaires, généralement, c'est des chiffres dans les milliers au carré. Donc, des millions et des trillions, des quadrillions. C'est possible.
C'est possible parce que c'est un chiffre qui est au carré. Et deuxièmement, pourquoi est-ce qu'on calcule la variance? Alors, la variance va tout le temps être l'espérance au carré moins l'espérance au carré. Pourquoi qu'on calcule la variance? Mais mettez-vous du point de vue de l'assureur. L'assureur a 100 polices. Quelle est la probabilité? Alors, si on assume l'indépendance entre les polices et on assume la loi des grands chiffres et donc la normalité, on a 100 polices, donc on a à plus que 30 polices, on peut assumer la loi normale. On peut se demander quelle est la probabilité que notre portefeuille de 100 polices nous fasse une perte actuelle qui est plus grande qu'un certain montant. Alors, il y a 100 polices, l'espérance de la perte, c'est 0. Mais quelle est la probabilité que notre perte sur ces 100 polices soit plus grande que, disons, 10 000? Alors, c'est le genre de questions qu'on peut se poser. Alors, on va utiliser la loi normale. Pour ceci, on a besoin de l'espérance de la perte et de la variance ou de l'écart-type de la perte. Donc, la racine carrée de la variance, c'est l'écart-type, la dispersion autour de la moyenne. Dans ce cas-ci, la variance, c'est l'espérance de la perte au carré, l'espérance de la perte au carré, moins l'espérance de la perte au carré. Et donc, 177 889 et 40, la racine carrée serait l'écart-type. Maintenant, quelle est l'espérance de la perte au temps 1 et quelle est la variance de la perte au temps 1? Supposons que, sur nos 100 assurés, on en a 25 qui vont mourir, qui sont supposés mourir, mais les 75 qui restent, quelle est dorénavant, à partir de ce moment, l'espérance de la perte et la variance de la perte? Donc, l'espérance de la perte, on va recevoir une prime qui a été calculée au temps t est égal à 0, mais la personne est âgée de 1 an de plus, donc la mortalité, elle est croissante, mais la prime, elle a été calculée quand il était plus jeune. Donc, il y a plus de mortalité et moins de primes. Donc, il va y avoir un déficit. Et ce déficit est comblé par les primes qui ont été payées par le passé. Donc, supposons qu'on a un assuré qui survit la première année. Alors, il est maintenant âgé de 1 an de plus, il reste 75. Alors, on a toujours 25 décès à chaque année. Alors, on a une chance sur 3 de mourir dans chacune des 3 prochaines années. Quelle est l'espérance et la variance de la perte au temps t est égal à 1? Donc, on va regarder. Au temps t est égal à 1. Il y a une chance sur 3 que notre assuré meurt dans la prochaine année. S'il meurt dans la prochaine année, on va payer 1 000 à la fin de l'année, mais on va recevoir une prime de 366 au début de l'année. S'il meurt dans la deuxième année, on va payer une prime au temps t est égal à 2, mais on va avoir reçu 2 primes. Et s'il meurt dans la troisième année, on va payer au temps t est égal à 3, mais on va avoir reçu 3 primes. Donc, on va regarder quelle est la perte pour chacune des 3 années. Et par la suite, on est capable de calculer l'espérance et la variance de la perte. Donc, au temps t est égal à 1, si la personne meurt dans la première année, alors la perte au temps t est égal à 1, ben, c'est 1 000 qui seraient payés au temps t est égal à 2, donc escompté avec une période d'intérêt pour amener ça au temps 1, moins la prime qui a été payée en début d'année au temps t est égal à 1. Donc, la perte, c'est 576. Si la personne meurt dans la deuxième année, alors, ça veut dire que le calcul au temps 1, ça veut dire que dans 2 ans, on va payer une prime. Au temps t est égal à 3, on va payer à une prestation, je veux dire, et donc on va escompter ça avec 2 périodes au temps 1, moins 2 primes qui seraient reçues. Et si la personne meurt dans la quatrième année, alors le nombre entier de vies futures, c'est 3, on va payer au temps t est égal à 4, une prestation de 1 000 qui serait escomptée avec 3 périodes pour amener ça au temps 1, et on va avoir reçu 3 primes. Donc, 3 possibilités. Quelle est l'espérance de la perte? Quelle est la variance de la perte? Alors, même principe. L'espérance de la perte, on a une chance sur 3 de mourir dans la prochaine année, une chance sur 3 de mourir l'année suivante et une chance sur 3 de mourir l'année suivante. Donc, une chance sur 3 de mourir au temps 1, une chance sur 3 de mourir, dans la deuxième année, une chance sur 3 de mourir dans la troisième année, une chance sur 3 de mourir dans la quatrième année. Dans les 3 cas, on va regarder quelle est la valeur au temps t est égal à 1. Par la suite, on va calculer cette même valeur au carré. Et la variance, c'est tout simplement l'espérance au carré moins l'espérance au carré. Donc, l'espérance de la perte au temps t est égal à 1. On a une chance sur 3 de faire une perte de 576, une chance sur 3 de faire une perte de 177 et une chance sur 3 de faire un gain de 199. Donc, au temps t est égal à 1,
L'espérance de la perte, ben, c'est 184 et 90. Alors, c'est exactement la même réponse qu'on a eue quand on a fait le calcul des deux autres façons qu'on l'a fait. L'espérance de la perte au carré, alors on a une chance sur trois de payer 576, on va mettre 576 au carré. Une chance sur trois de payer 177, on va mettre ça au carré. Une chance sur trois de recevoir 199 et 36, on va mettre ça au carré. Et donc, l'espérance de la perte au carré, c'est 134 595 et 81. Et la variance, ben, c'est l'espérance de la perte au carré moins l'espérance de la perte au carré. Donc, 134 595 moins 184 et 90 au carré nous donne une variance au temps t de la perte au temps t est égal à 1 de 100 407 et 79. Même principe pour l'espérance et la variance de la perte au temps t est égal à 2 et au temps t est égal à 3. Donc, l'espérance de la perte au temps t est égale à 2. On a une chance sur deux de mourir dans la troisième année, une chance sur deux de mourir dans la quatrième année. On calcule l'espérance et la variance de la perte. Et maintenant, l'espérance de la perte la troisième année. Alors, on a 100% des personnes qui vont mourir dans la... Si on survit jusqu'au temps t est égal à 3, 100% de nos assurés vont mourir dans la quatrième année. Alors, le 1000 $ est certain et on va recevoir une prime au temps t est égal à 3. Alors, dans tous les cas. Et donc, en conséquence, la variance, elle est nulle. OK. Alors, comment est-ce qu'on peut calculer une réserve si je regarde un moment qui est... alors, généralement, les réserves, on est capable de faire le calcul au début de l'année et à la fin de l'année. Comment est-ce qu'on peut faire un calcul en milieu d'année? Alors, si on assume que le taux d'intérêt est différent de zéro et que la probabilité de survivre au milieu de l'année n'est pas égal à 1, on doit être capable d'actualiser. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que si on assumait que le taux d'intérêt est égal à 0 et la probabilité de survivre jusqu'au point milieu était égale à 1, on pourrait faire tout simplement une interpolation linéaire. Alors, supposons qu'on connaît la réserve au temps t est égal à 0 et la réserve au temps t est égal à 1. On se demande quelle est la réserve au temps t est égal à 1 quart, donc 3 mois dans le futur. On connaît la réponse au 1er janvier 2022, on connaît la réponse au 1er janvier 2023. Quelle est la valeur au 1er avril 2022? Donc, on prendrait 75% de la valeur en début d'année et 25% de la valeur en fin d'année. Par contre, on doit tenir compte de l'intérêt et de la mortalité. Alors, la probabilité de survivre toute l'année, elle n'est pas, c'est pas 100%. Et même si on survit toute l'année, on doit être capable d'escompter ça. Donc, au lieu de faire une interpolation linéaire, on va faire une interpolation linéaire avec la valeur présente actuelle. Donc, on va tout prendre, on a trois données qu'on doit regarder. La valeur au temps t est égale à 0, la valeur au temps t est égale à 1, la valeur au temps t est égale à 0, la valeur au temps t est égale à 1, et la valeur quelque part entre 0 et 1, qui est le calcul qu'on recherche. Donc, on va prendre les trois valeurs et on va ramener les trois valeurs au temps t est égal à 0 avec la mortalité et avec l'intérêt. Donc, la valeur au temps t est égal à 0, on n'a pas besoin de l'actualité, on la connaît aujourd'hui. La valeur au temps t est égale à 1, on va escompter ça avec une période d'intérêt et une période de mortalité. Donc, la valeur au temps t est égale à 1, on va multiplier ça par VPX, la probabilité de survivre une année et fois le facteur d'escompte. Pourquoi? Parce qu'on veut ramener ça du temps t est égal à 1 au temps t est égal à 0. Et la valeur qu'on recherche au point milieu, au temps t est égal à S, qui est entre 0 et 1, on doit aussi ramener ça au temps t est égal à 0 avec intérêt et avec mortalité. Donc, autrement, ça va être une interpolation linéaire simple. Alors, si je veux savoir quelle est la valeur au 1er avril, bien, je veux dire, c'est 75% de la valeur au 1er janvier de 2022, c'est 25% de la valeur au 1er janvier 2023, mais la valeur au 1er janvier 2022, pas besoin de l'escompter. La valeur au 1er avril 2022, je vais l'escompter avec un quart d'année de mortalité, alors 0,25 px, et je vais ramener ça avec un quart d'année d'intérêt, donc V à la 1 quart. La valeur au temps t est égale à 1, je vais escompter ça avec px, avec VPX, alors une année complète de mortalité et une année complète d'intérêt. Donc, je répète, je vais prendre 60. Alors, si je veux savoir quelle est la valeur au 1er avril, la réserve au 1er avril, je vais ramener ça avec un quart d'année d'intérêt
et un quart d'année de mortalité. Alors, la valeur au 1er avril, je ramène ça au temps t est égal à 0 au 1er janvier, en escomptant avec un quart d'année d'intérêt et un quart d'année de mortalité. Je vais prendre 75 de la valeur en début d'année et je vais prendre 25 de la valeur en fin d'année. Mais la valeur en fin d'année, je dois escompter ça avec au temps t est égal à 0, avec une année d'intérêt et une année de mortalité. Donc, supposons que je connais la réserve au temps t est égal à 0, pour un exemple particulier, est égal à 0, et la réserve au temps t est égal à 1, c'est égal à 0,02635. Je vous demande quelle est la réserve au temps t est égal à un quart. Donc, quelle est la valeur de la réserve au 1er avril? Si la probabilité de survivre l'année, c'est 97,868 et le taux d'intérêt de 6 je vais assumer une distribution uniforme des décès pendant l'année. Donc, ça va être égal, la valeur au 1er avril, mais c'est 75 de la valeur au 1er janvier, au début de l'année, plus 25 de la valeur en fin d'année, escompté avec une année d'intérêt et une année de mortalité. Et ça, c'est la valeur au temps t est égal à 0. Donc, je vais aussi faire mon calcul qui est au 1er avril. Je vais escompter ça avec un quart d'année d'intérêt, un quart d'année d'intérêt et un quart d'année de mortalité pour amener les trois valeurs à la même date. Donc, si je ramène la valeur au 1er avril 2022, je vais ramener ça avec un quart d'année d'intérêt, je vais ramener ça avec un quart d'année de mortalité. Alors, VSPX, je ramène ça au 1er janvier. Ben, c'est égal à 75 de la valeur de la réserve en début d'année, donc la réserve initiale, la réserve terminale de l'année passée plus la prime en début d'année, plus 25 de la réserve en fin d'année qui est ramenée au 1er janvier de 2022. Donc, j'escompte avec une année d'intérêt et j'escompte avec une année de mortalité. Donc, quelle est la probabilité de mourir dans les 3 prochains mois? Ben, c'est 1 moins la probabilité de survivre l'année divisé par 4. Donc, 0,00533 ou 0,533 Donc, et la probabilité de survivre les 3 prochains mois, ben, c'est 1 moins 0,00533 ou 0,99467. Donc, quelle est la valeur? La valeur de la réserve escomptée au 1er janvier, au début de l'année, avec 3 mois d'intérêt et 3 mois de mortalité, c'est égal à 75 de la valeur de la réserve initiale, plus 25 de la valeur de la réserve terminale, escomptée avec une année d'intérêt et une année de mortalité. Et donc, en conséquence, je suis capable d'isoler ma réserve au 1er avril 2022. Alors, une petite note ici, remarquez que la réserve en milieu d'année, elle est plus grande que la réserve terminale. Alors, elle a cru, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que toutes les prestations sont payables en fin d'année. Donc, la réserve pendant l'année, elle va croître et on va payer la prestation immédiatement à la fin de l'année et qui va faire descendre la réserve. Alors, chaque réserve croisse, ça chute à la fin de l'année et ça continue de croître de la même façon. Alors, ce n'est pas un processus qui est linéaire et fluide de 0 à l'infini. OK, alors maintenant, jusqu'à présent, on suppose que notre expérience suit exactement la mortalité et les taux d'intérêt du marché. La réalité, c'est que ça ne va jamais se produire de cette façon-là. Si on regarde 2021, les rendements étaient fantastiques. Si on regarde le 2022, les rendements étaient terribles. Ce qui veut dire qu'on suppose du 6 par année. Mais si on suppose 6 par année, en 2021, on a eu du 20 et en 2022, on a des rendements qui sont négatifs. Donc, on va regarder à la fin de l'année nos gains et pertes. Aussi, dans l'exemple qu'on a vu tantôt, on supposait 25 décès à chaque année. Si on a 20 décès à chaque année, on a moins de décès, donc ça veut dire qu'on va recevoir plus de primes et les prestations vont être payées plus dans le futur, ce qui ferait en sorte qu'on va faire des gains sur ces polices. Si on a plus de décès et si les rendements sont inférieurs, on va faire des pertes sur nos hypothèses. Donc, on n'est pas capable de prédire le futur, mais on est capable de le modéliser. Mais quand on le modélise, à la fin de chaque année, on doit revérifier nos hypothèses, voir où est-ce qu'on s'est trompé et faire des gains et des pertes. C'est pour des raisons de solvabilité. Donc,
En anglais, le terme qui est utilisé dans le Dixon, c'est policy value, la valeur de la réserve. Alors, si la mortalité et les taux d'intérêt suivent exactement nos hypothèses, ben, le montant qui devrait être dans la caisse, alors le passif actuariel, on appelle ça policy value ou réserve. Par contre, pour un passif, on doit aussi avoir un actif. Alors, pour financer toutes les polices, on doit mettre de l'argent de côté. Alors, souvent, on va interchanger réserve pour l'actif ou le passif, mais le policy value, ben, c'est combien qui doit être dans la caisse, et la caisse, c'est combien, c'est les actifs qui sont dans la caisse. Donc, si on a plus de primes qui rentrent et on a plus de rendement, on va avoir plus d'actifs que de passifs. Si on a plus de décès et on a moins de rendement, on va avoir moins d'actifs que de passifs, et donc on va être en déficit. Donc, le asset share, c'est qu'est-ce qui est réellement dans la caisse, et le asset share dépend de l'expérience du fonds. Un autre terme qu'on a aussi, c'est cash value. C'est si jamais vous cédez votre police, vous voulez annuler votre police, vous avez le droit à une partie de la réserve. Alors, dépendant des lois, certaines places vont dire que vous avez le droit à la réserve en entier. Bien, certaines autres places vont dire, écoute, vous avez le droit au policy value. S'il y a un surplus, vous avez le droit à un pourcentage du surplus. Mais il y a généralement des pénalités. Et pourquoi il y a des pénalités? C'est parce que pour un assureur, émettre une police d'assurance, ça coûte très cher. Donc, généralement, juste la commission de première année pour le courtier, ben, c'est 105 de la prime. Et par la suite, sa commission, c'est 5 pour chaque année subséquente. Donc, émettre la police, ça coûte plus cher. Si tu achètes une police d'assurance puis tu l'annules après 1 an, c'est une grosse perte pour l'assureur. Et donc, Et donc, on va généralement avoir des pénalités si la caisse d'assurance ou la caisse de retraite est en surplus pour avoir quitté la police. Donc, si jamais on veut modifier la police existante arrête d'exister. Donc, c'est comme un remboursement. Et quand on rembourse la police, vous avez le droit à ce qui s'appelle la cash value. C'est le montant du remboursement. Souvent, une police est cédée pour créer une nouvelle police par la suite. Alors, supposons que vous avez 25 ans, vous achetez une police d'assurance vie avec des primes viagères. Mais rendu à l'âge de 40 ans, vous réalisez, ça fait 15 ans que vous payez vos primes, vous réalisez que vous ne voulez pas payer des primes à l'âge de 80 ans si vous êtes toujours en vie. Donc, vous convertissez ça à une police d'assurance vie entière avec des primes qui sont dorénavant temporaires entre 40 et 65 ans. Ça, c'est une nouvelle police. Donc, vous cédez l'ancienne police, vous avez le droit à la cash value, et cette cash value va aider à payer en plus des primes que vous allez payer entre 40 et 65, va servir à payer. Alors, soit que vous renégociez la prime ou vous renégociez la prestation. Donc, ça, c'est une police qui a été annulée. Souvent aussi, il y a des assureurs qui veulent tout simplement plus être assurés. Ils arrêtent tout simplement de payer leur police. On appelle ça un lapse. Alors, on peut convertir une assurance vie entière à une assurance temporaire, mais où des fois, à cause des conventions collectives, on change des polices. Alors, c'est des modifications de police qu'on va faire. L'assuré a le droit à une partie de la caisse d'assurance, soit pour un remboursement cash ou pour tout simplement financer une nouvelle police d'assurance. OK, alors, généralement, la cash value, c'est un pourcentage du asset share, et le asset share, et, um, alors, au Québec, mais si jamais vous cédez une police, je pense que dans la plupart des lois disent que le minimum qu'on doit recevoir, c'est le montant de la réserve. Alors, par la loi, je pense que si vous cédez au Québec une police, pour une rente de retraite, le minimum que vous avez à le droit, si jamais vous quittez votre employeur et vous avez une cessation, vous avez droit entièrement à la réserve. Donc, c'est une loi québécoise. Mais souvent, s'il n'y avait pas cette loi, il y aurait probablement des pénalités à quitter, justement parce que c'est un coût énorme pour l'assureur. Donc, voyons un exemple. On a une assurance vie entière de 200 000 qui est payable à la fin de l'année du décès.
La personne s'était mise à une personne de 30 ans. La prime viagère est de 1500 et payable en début d'année. Après 10 ans, la police, on décide de convertir la police dans une dotation, un endowment, alors l'assurance mixte, de 20 ans avec la même prime. Le taux d'intérêt est égal à 5 calculer la nouvelle prestation. Alors, on dit que la cash value, ben, c'est égal à la réserve moins 1000 et on nous donne des facteurs d'assurance et des facteurs de rente. Donc, on a une personne qui, depuis 10 ans, paye des primes pour une assurance vie entière de 200 000. Maintenant, depuis l'âge de 30 ans. À 40 ans, il décide que il ne veut plus cette assurance, il veut la convertir. Donc, il va céder son ancienne police. Il a droit à la cash value. Alors, c'est le montant du remboursement. Ce remboursement, en plus des primes de 1500 qui vont continuer d'être payées pendant 20 ans, si la personne elle est toujours en vie, va financer une prestation B de décès ou de survie pour une endowment de 20 ans. Donc, s'il décède dans les 20 prochaines années, on paye B. S'il survit les 20 prochaines années, on va payer B dans 20 ans. Donc, quel est le montant de B? Donc, premièrement, on va calculer la réserve. On va regarder la cash value par la suite. La réserve au temps est égale à 10, c'est la valeur présente des prestations. Donc, une assurance vie de 200 000, la personne, elle est maintenant âgée de 40 ans. Moins la prime de 1500 font un facteur de rente à 40 ans. Et donc, la réserve au temps T est égale à 40 ans, c'est 11 451,30. S'il cède sa police, il paye une pénalité de 1 000 il va quand même recevoir 10 451,30. Ce 10 451,30, plus les primes qui seront payées pendant les 20 prochaines années s'il est toujours en vie, c'est la valeur présente actuelle des primes, va être égale à la valeur présente actuelle des prestations de la nouvelle police d'assurance. Donc, le 10 451 plus la prime qui serait payable pendant 20 ans si la personne est toujours en vie, ben, c'est égal à la valeur présente actuelle d'une nouvelle assurance. Alors, une dotation 20 ans émise à une personne de 40 ans qui a un bénéfice de décès ou de survie de B. Quelle est la valeur de B? Donc, 10 451 plus une prime de 1500 payable temporairement pendant 20 ans s'il est en vie, fois le facteur de rente. Ben, c'est égal à la valeur présente actuelle des prestations, donc B fois un facteur d'assurance. Et donc, en conséquence, la nouvelle prestation, elle est de 62 076,90. N'oubliez pas que la dotation, c'est probablement l'assurance qui coûte le plus cher. Elle coûte plus cher qu'une assurance vie entière. Alors, généralement, la cash value, c'est un pourcentage du asset share, le montant du remboursement, à moins qu'il y ait une loi qui oblige de payer au moins la réserve. Mais si le montant qui est dans la caisse est plus petit que la réserve, la caisse est en déficit, il y a un risque d'insolvabilité. Alors, aussi, une autre chose, c'est qu'on a généralement des pénalités pour quitter une assurance pour deux raisons. Parce que supposons que vous trouvez que votre prime coûte un peu trop cher et que vous pouvez avoir la même assurance ailleurs pour moins cher, il y a un risque d'antisélection. Tous les bons risques vont quitter et tous ceux qui sont capables de s'assurer ailleurs pour moins cher vont quitter et tous ceux qui ne sont pas capables de s'assurer pour moins cher vont rester. Alors, tu vas avoir des mauvais risques avec une mortalité qui est plus faible. Alors, on appelle ça de l'antisélection. Un autre exemple de l'antisélection, ou adverse selection en anglais, c'est que vous découvrez que vous avez une maladie, vous êtes américain, vous découvrez que vous avez une maladie, vous allez mourir dans 6 mois, et vous allez chercher une police d'assurance spécifiquement parce que vous savez que ça va payer dans 6 mois. Alors, vous allez avoir une prime qui va être payée, puis vous allez avoir une prestation qui va être versée. Alors, le but de l'assurance, c'est de mitiger le risque qui est aléatoire. Alors, si ce n'est pas un risque qui est aléatoire, vous connaissez que vous avez une condition préexistante. Alors, c'est pour ça qu'on fait généralement des tests médicaux avant d'assurer quelqu'un, juste pour s'assurer qu'il n'y a pas une condition préexistante. Alors, en anglais, c'est pre-existing conditions. Alors, une autre raison pourquoi il y a des pénalités pour céder une police, c'est que souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on veut quitter quand on a des mauvais rendements. Un bon exemple de ça, c'était les années 80, on avait de l'assurance vie universelle. On va voir ça dans le cours. L'assurance vie universelle, les rendements, c'était une façon d'économiser. Alors, on promettait un certain rendement aux assurés.
mais ces rendements n'ont jamais eu lieu. Et il y avait plusieurs compagnies qui étaient en détresse financière. D'ailleurs, il y avait une compagnie qui s'appelait Les Coopérants. Les Coopérants ont fait faillite. C'était une compagnie d'assurance québécoise. OK, alors la notation. TV, ben, c'est la réserve au tenté, Policy Value. AS, Asset Share, alors c'est le fonds, alors c'est les actifs réels qui existent qui financent la police d'assurance, alors Asset Share. Si l'expérience suit exactement nos hypothèses, le Asset Share devrait être égal à la réserve. Et la cash value, ben, c'est le montant cash qui serait remboursé à l'assuré si jamais il cède sa police. OK, alors on va reprendre notre exemple avec sans assuré. Sans assuré qui paye une prime de 366. Alors, dans un cas précédent, on avait regardé qu'on avait sans assuré qui payait 366. Pendant l'année, la police, le fonds accumulait du 6 %. À la fin de l'année, on payait des bénéfices. Et qu'est-ce qui restait? On le partageait parmi les survivants. Et la part de chaque survivant, c'est la policy value ou ben donc la réserve. Alors ça, c'était déjà vu. Alors, si notre expérience suit exactement nos hypothèses, on va avoir 184 par police au temps 1, 377 par police au temps 2, 576 par police au temps 3 et 0 au temps 4. Mais la réalité, c'est que on va pas, la réalité ne va pas suivre nos hypothèses. On va regarder deux situations. On va regarder une situation favorable et on va regarder une situation défavorable. Alors, une situation favorable, il y a moins de décès qu'attendu et les rendements sont plus élevés. Et une situation défavorable, où est-ce qu'on a plus de décès qu'attendu et les rendements étaient inférieurs à 6 %. La réalité, c'est que tu peux avoir plus de décès et plus de rendement. Alors, à la fin de l'année, tous les assureurs font ce qu'on appelle un gain et perte. Alors, tu regardes les hypothèses, où est-ce qu'on s'attendait à être, et on regarde où est-ce qu'on est. Puis la différence entre les deux, on doit l'expliquer. Alors, on regarde l'expérience qu'a vécu le portefeuille de police. Donc, on va prendre un exemple où est-ce qu'au lieu d'avoir 25 décès à chaque année, on en a 20 pour chaque année. Et au lieu de faire du 6 on va assumer qu'on a fait du 8 Donc, au temps t est égal à 0, on a 100 assurés. Ils vont chacun payer 366 et 68 de primes. Donc, on a 36 668 au temps t est égal à 0, qui va accumuler à du 8 pendant l'année. Donc, pendant l'année, on a 39 601 à la fin de l'année. Au lieu d'avoir 25 décès, on a 20 décès. Donc, on va payer 20 prestations de 1 000 Et donc, il nous reste 19 601 dans la caisse d'assurance pour les 80 survivants. Donc, chaque survivant a 245 et 2 au lieu de 184 et 90. On va voir qu'à chaque année, on va avoir plus d'argent dans la caisse que prédit. Au tenté est égal dans la deuxième année, j'ai maintenant 80 survivants au lieu de 75 qui me payent 366 et 68 chacun. Donc, je vais recevoir 29 334 en prime qui s'ajoute aux 19 601. Donc, au tenté est égal à 1, j'ai 48 935 qui accumule à du 8 pendant l'année. À la fin de l'année, j'ai 52 850. Je vais payer 20 prestations de décès, donc 20 000. Et donc, il me reste 32 850 pour les 60 survivants, ou bedon 547 et 50 par police, qui est supérieur à ce qu'on s'attendait, 377. Pourquoi? Moins de décès, donc moins de prestations, plus de rendement, plus d'intérêt, donc plus de rendement. On a maintenant 60 personnes, alors 60 assurés qui payent chacun 366 et 68. Vite, hein? Non, aujourd'hui. Vite, hein? Vite, hein? Vite, hein? Donc, j'ai 60 assurés qui vont chacun payer 366 et 68. Alors, j'ai 22 001 qui est reçue. Alors, qui s'ajoute aux 32 850. Ce qui fait en sorte que j'ai 54 851 dans la caisse au début de l'année, qui va s'accumuler à du 8 pendant l'année.
À la fin de l'année, j'ai 59 239. J'ai 20 décès, donc je paye 20 000 qui reste 39 239 pour les 40 survivants, ou ben donc 980 et 98. Alors, on a quasiment autant dans la caisse que la prestation de décès. Maintenant, regardons la dernière année, la quatrième année. J'ai 40 survivants au début de l'année qui me payent chacun 366 et 68. Donc, j'ai 14 667 qui est payé en prime, qui s'ajoute aux 39 239 de l'année précédente. Donc, au début de l'année, j'ai 53 906 qui va s'accumuler à 18 pendant l'année. Donc, à la fin de l'année, j'ai 58 219. Je vais payer 20 prestations de 1 000 donc je vais payer 20 000. Il me reste 38 218 qui est partagé parmi les 20 survivants. J'ai maintenant une réserve de 1910 et 93. Il y a un problème pour l'assureur à ce moment-ci. Alors, la prestation de décès, elle est de 1 000 et il y a, dans la caisse, il y a 1910. Donc, si on a le droit à notre asset share, on a un intérêt de tout simplement prendre notre argent et quitter. Alors, si j'ai le droit à recevoir 1910 et 93 aujourd'hui et de quitter ou d'attendre de mourir pour recevoir juste 1000 dollars dans le futur, mais je vais prendre cet argent-là aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'il y a généralement des pénalités pour sortir son argent d'une caisse de retraite. Parce que tous les bons risques vont prendre leur argent, vont aller ailleurs, et tous les mauvais risques vont avoir tendance à rester. Alors, c'est un problème d'antisélection. Donc, le asset share, dans chacune des années, elle est plus grande. Pourquoi? Il y a eu moins de décès, donc moins de prestations payées, il y a eu plus de rendement, donc à cause de plus d'intérêts. Regardons une situation qui est le contraire. Au lieu d'avoir 25 décès à chaque année, j'ai 30 décès pour les 3 premières années et 10 décès pour la quatrième année. Et au lieu d'avoir du 6 je vais assumer que j'ai du 5 Donc, au temps t est égal à 0, j'ai mes 100 assurés qui payent 366 et 68. Alors, j'ai 36 668 dans la caisse au début de l'année. Au lieu de faire du 6 je fais juste du 5 pendant l'année. Donc, j'ai 38 501 à la fin de l'année. J'ai 30 décès au lieu de 25, donc je vais payer 30 000 à la fin de l'année. Il me reste 8 501 dans la caisse à la fin de la première année pour 70 survivants, ou ben donc 121,45 par survivant. L'année suivante, j'ai 70 personnes qui vont me payer une prime. Alors, je reçois 70 primes qui s'ajoutent à la réserve terminale de l'année passée. Donc, j'ai 34 169 en début d'année qui fait du 5 pendant l'année. À la fin de l'année, j'ai 35 877. J'ai 30 décès, donc je vais payer 30 fois 1 000 $. Il me reste 5 877 pour les 40 survivants, ou ben donc 146 et 94. Remarquez que la réserve, elle est plus grande que le asset share parce qu'on a plus de décès et moins de rendement. Alors, la troisième année, j'ai 40 survivants. J'ai 40 personnes qui vont me payer 366 et 68. Je reçois 14 667 qui s'ajoutent à la réserve de l'année de fin d'année. Donc, j'ai 20 544 qui va accumuler à du 5 pendant l'année. Alors, j'ai 21 572. J'ai des prestations, 30 prestations de 1 000 $. Alors, vous pouvez voir que la réserve, que le fonds devient négatif. Alors, il y a un risque d'insolvabilité ici, ou il y a un risque d'insolvabilité de 842,81 pour les 10 survivants. Pour chacun des 10 survivants, il y a un déficit de 842,81. Alors ici, si les assurés décidaient de quitter puis ils avaient le droit à leur policy value, ben, ce serait un gros risque pour la compagnie parce que déjà sont déficitaires, mais la policy value de 500 $, si je ne me trompe pas. Et la dernière année, j'ai 10 survivants qui vont me payer chacune une prime de 366 et 68 qui s'ajoutent au déficit de l'année passée. Donc, je suis quand même déficitaire. Alors, le déficit va s'accroître à du 5 les 10 vont mourir pendant l'année. Et donc, à la toute fin, j'ai une perte totale de quasiment 15 000 $. Donc, il y a un risque d'insolvabilité du point de vue de l'assureur.
D'autant plus si j'ai des bons risques qui quittent, ça va juste exacerber le problème. OK, donc, je répète, la réserve, c'est combien devrait être dans la caisse. Le asset share, c'est qu'est-ce qui est dans la caisse. Et si jamais tu quittes la police, tu cèdes ta police, alors à quoi tu as le droit? On appelle ça la cash value. Alors, ça peut être une fonction soit du asset share ou une fonction de la réserve. Alors, certaines places, on va dire que le minimum qu'on peut payer, c'est la réserve. Euh, euh, et d'autres places pourraient être différents, pourraient être tout simplement différents. Et par la suite, on a nos exos.